Avant de démarrer, rapide disclaimer, j'espère que vous avez pris du café lors de la pause, parce que j'ai à peu près une centaine de slides à dérouler en 40 minutes. Voilà. Si jamais il y en a qui sont intéressés, mon Twitter c'est lilobase et je posterai l'ensemble dessus. Donc il y a du code dans ces slides, ne cherchez pas à lire tout ce qu'il y a à l'écran, vous n'y arriverez pas. Voilà, autant être clair. Et l'idée justement après c'est que vous puissiez aussi reprendre plus calmement certains des exemples que je vais afficher au fur et à mesure. Aujourd'hui, on va discuter en fait d'une opposition finalement que l'on voit assez fréquemment, qui est cette grande question en fait du data-driven versus le domain-driven. Et en gros, en fait, cette question, est-ce qu'on parle de quelles données je vais manipuler, ou finalement, en fait, quels sont les comportements que je suis en droit d'attendre au niveau de mon applicatif. Pour vous donner un exemple, en fait, et j'espère que généralement, en fait, le data-driven, on va accrocher ça à des architectures type CRUD, où vous allez avoir ce type d'ordres qui vont être envoyés. Je souhaite mettre à jour les adresses, une adresse. La problématique, en fait, quand on envoie ce type d'ordre à un système, c'est qu'on n'a aucune idée de si cette adresse a été mise à jour parce qu'en fait, c'était la correction d'une erreur, ou en fait, si potentiellement la personne a déménagé. Or, au niveau d'un système et au niveau business, ça n'a rien à voir. En gros, sur les systèmes CRUD, ce qui se passe, c'est que dans la plupart des cas, vous perdez totalement l'intention utilisateur. Et si jamais on extrapole légèrement, quand vous faites du CRUD, en fait, généralement, vous avez une valeur ajoutée qui est à peu près équivalente à celle d'une base Access, en un peu plus jolie et accessible par le web. Donc, on va discuter à partir d'un petit exemple et notamment, imaginez en fait qu'on vous demande en fait de vous charger d'un logiciel pour gérer des salles de sport. Et donc très souvent, en fait, ici, là, ce que l'on voit quand les gens souhaitent démarrer, c'est ce type de questions. On va essayer de commencer par faire un MCD pour décrire quelles sont les données, quelles sont leurs relations, où se trouvent les contraintes d'intégrité, les foreign keys, etc. Et on va associer ça à une série de contrôleurs, d'actions, de ressources. Et ensuite, on mélange les deux. Alors même si vous ne faites pas directement un MCD dans MySQL Workbench, quand on voit des projets qui démarrent par la description des entités doctrines, c'est exactement la même chose. Faire en fait un descriptif des entités, ça revient exactement à faire un MCD, simplement vous l'exprimez en termes de code. Grosso modo, ça maintenant, j'ai tendance à le déconseiller, parce qu'encore une fois, en fait, ici, vous n'avez pas du tout pris en compte la dimension comportementale et la dimension business de ce qui vous a été demandé. Vous n'avez pris vraiment qu'une dimension technique, et généralement, vous allez aller assez vite au démarrage, mais rapidement, vous allez avoir en fait une espèce de stagnation dans la productivité de l'équipe, parce que vous allez commencer à vous rendre compte que pour implémenter de nouveaux comportements, les données ne sont pas forcément les bonnes. Donc on essaie de commencer à tordre les trucs, et là on passe un temps dingue à essayer en fait finalement de se battre contre la technique. Donc l'idée en fait du domaine driven, c'est justement, au lieu de prendre en fait cet aspect, la technique qui est exprimée et on essaye de faire rentrer plus ou moins bien le domaine à l'intérieur, c'est de prendre en fait la problématique inverse. De dire en fait finalement quelles sont les intentions business qui sont exprimées à travers mon système d'information et de venir adapter la technique à cette expression-là. Donc très souvent, on va démarrer plutôt en fait en listant ce qu'on va appeler des use cases, c'est-à-dire qu'est-ce que le système doit être capable de faire, et des collaborateurs qui vont ici être des entités du business qui vont posséder des comportements. Et quand on démarre, généralement, j'en ai absolument rien à foutre de savoir exactement quelles sont les données qui vont se trouver là-dedans. Ce qui m'intéresse, c'est les comportements qui vont pouvoir être assignés à mon système. Et bien sûr, ici, encore une fois, l'objectif n'est pas d'avoir une liste exhaustive avant de pouvoir démarrer, mais juste d'avoir de quoi démarrer. C'est aussi des architectures dont l'objectif est de pouvoir découvrir au fur et à mesure les besoins métiers et donc finalement accompagner de l'autre côté
la découverte des besoins qui peut être fait par le marketing, par les chefs de produits, etc. D'ailleurs, là-dessus, un petit conseil qui fait gagner énormément de productivité sur ces questions, c'est tout simplement de ne jamais écrire de code qui n'est pas directement lié à un use case. Parce que finalement, si jamais vous écrivez du code qui est en dehors d'un use case, vous êtes en train d'écrire du code au cas où, du code qui ne répond pas à un objectif métier. Et ça, on le voit extrêmement fréquemment, c'est ce qu'on appelle l'over-ingénierie, tout simplement, et on finit avec ce genre de choses. Et c'est très très sympa d'avoir une navette spatiale. Le seul problème, c'est que ça coûte très très cher à maintenir, et potentiellement, vous n'en aviez absolument pas besoin pour répondre à la problématique. Donc on va démarrer par discuter un petit peu de ces entités dont j'ai parlé, qui en fait sont grosso merdo des objets, tout ce qu'il y a de plus classique, sur lesquels on va venir appliquer du comportement. Et ces objets, en fait, on va les catégoriser entre des entités qui ont, elles, un cycle de vie, c'est-à-dire qu'elles naissent, elles vivent, elles meurent. Et donc là, vous allez avoir la plupart des objets que nous allons manipuler dans le système, par rapport à ce qu'on appelle des value objects, qui ont une égalité basée sur leur contenu. Et là, vous allez trouver, parmi les plus classiques, des choses comme les dates. 2 dates sont équivalentes, même si ce n'est pas le même objet en tant que tel, même si elles n'ont pas la même identité. Vous avez forcément aussi les questions d'argent. 5 € est égal à 5 €, même si ce sont des objets qui sont différents. Ou vous pouvez aussi avoir des choses un peu plus métiers, comme des billing intervals. Là, par exemple, on pourrait imaginer qu'on facture la personne soit à l'année, soit au mois, et pareil, ce type de durée n'a pas une identité propre. Contrairement à une personne, très classiquement, où on a beau avoir le même prénom et le même nom, ça ne veut pas dire que nous sommes exactement la même personne, on a une identité propre. Donc ça, c'est voilà, c'est ce qu'il faut juste retenir, j'en parlerai plus beaucoup, mais c'était juste pour faire un rapide rappel. Puisqu'en fait, tout ça, on va l'organiser dans ce qu'on appelle en fait des agrégats. Alors des agrégats, en fait, c'est un ensemble d'objets qui vont collaborer ensemble pour représenter un concept métier. Et vous allez dedans avoir justement soit des entités, soit des value objects qui vont travailler, le tout coordonné en fait par un objet racine qu'on appelle l'aggregate root. Et si j'en parle, c'est parce qu'en fait, on se rend compte que quand on voit des architectures qui se disent CQRS, il manque très très souvent en fait cette modélisation-là. Et c'est une modélisation qui est très très importante sur plusieurs points. La première, c'est que l'agrégat racine, enfin l'entité racine, va protéger en fait le reste de l'agrégat de potentiels problèmes d'intégrité. Donc c'est un moyen simple de valider que votre système ne peut pas se retrouver dans un état qui est complètement fucké. Et ça, c'est lié au fait que toutes les opérations qui peuvent être faites sur cet ensemble d'objets passent obligatoirement par cette racine. Et si jamais vous n'avez pas ce genre de choses, vous perdez en plus un deuxième avantage qui est énorme, qui est le fait que normalement, et sinon c'est que vous avez mal designé l'ensemble, tous ces objets ont un cycle de vie qui est identique. C'est-à-dire qu'ils vivent, évoluent et meurent en même temps. Pour donner un exemple, si jamais on parle de facture, vous pouvez tout à fait avoir la facture comme racine et des lignes de facture derrière. On comprend bien qu'une ligne de facture n'a aucune raison d'exister sans sa facture correspondante. Ici, je vous ai donné un autre exemple sur la notion de membership, le fait que la personne puisse être abonnée à des activités ou qu'elle ait en fait un abonnement est irrémédiablement lié avec le fait qu'elle soit membre du club de sport. Donc ce sont des objets qui vivent ensemble, et le gros avantage, ça veut dire qu'en termes de persistance, il n'y a aucune raison de s'amuser à faire des diffs là-dedans. En termes de persistance, c'est des choses qu'on va venir récupérer en un tout et sauvegarder en un tout. Et quand je dis sauvegarder en un tout, c'est vraiment on arrive et on éclate l'intégralité de la donnée, parce que justement, la racine a garanti qu'elle était systématiquement valide, que l'ensemble de l'agrégat était systématiquement intègre. Et ça, c'est le principal avantage que vous allez avoir. Et si vous n'avez pas ces agrégats de designer dans votre système,
vous ne pouvez pas tirer l'énorme bénéfice au niveau de la simplicité de la persistance que fournit ce type d'architecture. Et là, on comprend bien que pour pouvoir faire ça, les entités, ce n'est pas des entités doctrine. C'est vraiment des objets PHP dédiés qui collaborent entre eux et qui exposent le comportement métier qui est attendu de la part de ces différents concepts. Je l'ai évoqué juste avant. Tout ça, c'est organisé dans ce qu'on appelle des use cases. Et ces use cases, en fait, on va tout de suite les dissocier en deux grandes parties. La première, c'est tout ce qui est opération de lecture, visualisation. On va en fait l'envoyer à l'utilisateur afin qu'il puisse prendre des décisions éclairées. Et une fois que l'utilisateur a pris une décision, il va tout simplement exprimer une intention, et ça, c'est ce qu'on va appeler une commande. Et donc, à partir de maintenant, je vais utiliser les termes de query et commande. Ce qu'il faut simplement retenir, c'est que ça veut dire qu'en fait, c'est un cas d'usage pour le système. Donc, à quoi ça ressemble une commande? Une commande, c'est un DTO, extrêmement simple, qui porte donc une intention et les données permettant de réaliser cette intention. Cette commande, bon, pour information, donc souvent c'est dans un namespace dédié, a un handler qui lui est associé, et ce handler va se charger d'orchestrer le métier associé. Donc ici, vous avez typiquement un handler donc, correspondant à la méthode d'avant. On spécifie donc la commande associée, et on verra pourquoi juste après. Et vous avez effectivement aussi les collaborateurs qui lui sont passés par construction. Et alors ça aussi, c'est un autre point assez important dans ce genre de design, c'est que ces collaborateurs, ce sont systématiquement des interfaces. C'est-à-dire que le handler n'a connaissance que d'interface. Et au runtime, au boot time, on va venir lui injecter une implémentation concrète qui vérifie cette interface. Ça, c'est ce qu'on appelle l'architecture hexagonale. Et c'est ce qui va nous permettre en fait, d'avoir un découplage énorme sur notre application. Tout simplement parce que ce qui va verrouiller en fait, la maintenance d'une application, c'est très très souvent les considérations d'ordre technique, des collaborateurs techniques. Et donc la possibilité de pouvoir changer facilement ces collaborateurs techniques, c'est une énorme garantie en termes de maintenabilité. Et enfin, le handler, il a une méthode handle dans laquelle il va effectuer l'opération métier. Et donc là, vous pouvez voir un cycle assez traditionnel qui consiste à créer un agrégat à partir des données qu'il a reçues de l'extérieur, le persister et enfin renvoyer. Et là, vous voyez, je ne renvoie pas la donnée correspondant à cet agrégat, je ne renvoie que son identifiant. Et on verra après que c'est du côté de la lecture qu'on pourra aller récupérer tout ça. À l'usage, ça donne ce genre de choses. Donc, vous voyez, c'est plutôt simple à utiliser. Ça, typiquement, c'est ce que l'on va retrouver dans un test unitaire. Donc, à tester, c'est 5-6 lignes. Et vous avez testé un cas d'utilisation business. Donc, ça veut dire que vous avez testé quand même déjà à un niveau qui est très, très intéressant, parce que vous pouvez commencer à valider que ce que vous demandez à votre système est bien exécuté. Donc, ça, c'est toujours assez sympa. Encore une fois, souvent, le gros problème qu'on a, c'est la persistance. C'est ce dont on va parler maintenant, en commençant par la notion de CQS. Et donc là, vous voyez qu'il y a un R qui manque, parce que le CQS a une particularité, c'est que l'objet repository qui se charge en fait des interactions avec votre base de données, il est partagé entre les deux côtés. Et ce type de repository, encore une fois, il faut vraiment le voir comme étant une interface qui expose des objets métiers au reste du domaine. Et vous avez une implémentation concrète qui est injectée au runtime et qui n'est jamais connue de votre code métier. Et bien entendu, encore une fois, vous n'êtes vraiment censé jamais avoir d'indication sur l'ORM sous-jacent qui peut être utilisé. Si ce que je récupère en sortie d'un repository DDD me permet de connaître l'outil qui a été utilisé pour persister l'agrégat, généralement c'est très très mauvais signe. Parce que ça veut dire que vous avez des capacités très techniques qui sont en train de leaker vers votre domaine,
Et donc vous avez du couplage très très insidieux qui peut démarrer, tout simplement parce qu'on sait très bien qu'un développeur, ça reste quelqu'un, et je suis le premier à l'être, très flemmard. Et donc le jour où il y a possibilité d'avoir un petit quick win en allant défoncer directement depuis le métier la couche ORM, on se fera un plaisir de le faire. Un repository, en gros, ça ressemble à ça. Donc là, vous avez l'interface donc métier du domaine. Il n'y a aucune indication technique sur comment ça va être réalisé. Et bien sûr, vous avez ces entités du domaine qui sont systématiquement retournées. Et surtout, une deuxième chose très importante, c'est que les identifiants sont maîtrisés. Pareil, des identifiants qui viennent de la base de données, ça veut dire que vous avez un couplage à votre persistance. Un couplage à la persistance, ça voudra dire que le jour où vous voudrez faire évoluer les choses, vous êtes dans la merde. Donc, pareil, à partir du moment où l'identifiant est connu du métier, l'identifiant doit être maîtrisé par le métier. Et en fait, c'est vraiment le principe de ces architectures, c'est qu'il y a une frontière absolue entre les aspects métiers et les aspects des services techniques. Bon, maintenant, si on parle un peu des queries, donc le côté lecture, on se rend compte que c'est aussi des DTO, et c'est un des gros avantages de cette archi, c'est qu'on va retrouver systématiquement les mêmes concepts partout, qui est dans un namespace dédié, et qui a aussi un handler, qui expose aussi la query auquel il répond, qui reçoit aussi ses collaborateurs via une interface, et qui, au niveau du handle, va tout simplement retourner des view models ou un view model à destination de l'utilisateur. Donc, le côté query, quand on est en train de faire du CQS, c'est généralement une brique qui va utiliser le même repository que celui qu'on a utilisé lors de l'écriture. Il y a en fait, par contre, une problématique qui arrive assez rapidement, c'est que très souvent, on commence à avoir envie d'appliquer, on va dire, des comportements qui ne sont pas vraiment métiers sur l'intégralité en fait, des commandes qui passent. Et là, typiquement, vous avez des choses comme je veux avoir un système de logging, je veux avoir un système pour checker mes performances, je veux pouvoir valider les payloads qui arrivent dans mon système, je veux pouvoir avoir un système d'authentification. Et donc, c'est la raison pour laquelle on va construire très très souvent en fait, un bus qui va nous permettre en fait, de rajouter une couche d'abstraction entre la commande qui arrive en haut et le moment où elle sera exécutée par le handler. Donc, par exemple, voilà ce que je disais, vous pouvez avoir du logging, vous pouvez avoir la gestion des erreurs, etc. Ce qu'il faut par contre retenir, c'est que les bus de query et de commande sont séparés. Et ça, c'est très important parce que vous avez des comportements qui potentiellement n'ont rien à voir entre les deux. Par exemple, sur le côté query, vous pouvez avoir des systèmes de cache. Et étant donné que vous ne faites que de la lecture, vous pouvez mettre des systèmes de cache quasiment gratuitement. Il y a beaucoup de cas où sur le côté lecture, en fait, on a une ferme de Redis qui est branchée en parallèle. Et si la commande, on voit qu'on l'a déjà traitée dans les N dernières minutes, on ne prend même pas la peine de descendre au niveau du handler. On ne fait que renvoyer directement la réponse qui avait été mise en cache. Bien sûr, si vous vous amusez à faire ça sur le côté commande, vous allez au-devant d'énormes emmerdes. Et c'est pour ça en fait, qu'on les a complètement dissociés. Un middleware, c'est quelque chose qui va ressembler à ça. Donc c'est aussi des objets assez simples en fait, à construire. Et c'est vraiment ça aussi le message, c'est que ce sont des architectures qui sont très très simples à mettre en œuvre. Là, ce que je vous montre, c'est du quasi-code de prod. Il manque à chaque fois juste quelques lignes pour que ce soit complètement prod ready. Un middleware, donc, ça va recevoir en fait l'opération suivante à la construction, et ça peut recevoir donc des collaborateurs avec lesquels il va pouvoir travailler. Donc là, par exemple, c'est un middleware qui va être chargé en fait de mesurer le temps que prend l'exécution d'une commande. Et bien ça, vous allez pouvoir le faire de cette manière-là. Donc dans la méthode dispatch, vous avez la possibilité d'exécuter du code avant. Vous exécutez ensuite l'opération suivante, qui va donc in fine déclencher l'exécution du handler. Vous avez la possibilité de récupérer derrière et d'exécuter du code une fois que cette exécution est faite. Et enfin, vous retournez la réponse. Donc ça, en fait, vous voyez, ce sont des constructions
qui permettent d'ajouter des comportements qui peuvent des fois être très très chiants à obtenir en 5-6 lignes. Le dispatcher, donc ça c'est l'outil qui va se charger en fait de matcher une commande avec son handler. Ça ressemble à ça. Donc en gros, on prend tous les handlers et on les enregistre. Et je vais expliquer juste après d'où je les récupère. Et lorsque je reçois une commande, en fait, je vais tout simplement aller chercher le handler associé à la classe de la commande. Et c'est pour ça qu'on avait besoin de notre méthode listen_to. Et je vais aller exécuter en fait le cœur du handler afin d'appeler le métier correspondant. Tout ça, on va le composer dans ce qu'on appelle le bus. Donc ici, vous avez une factory pour des services Symfony, par exemple. Et ça va nous permettre donc de récupérer dans notre système un endroit unique pour pouvoir invoquer l'ensemble de nos opérations de mutation. Et alors là, justement, en fait, je n'ai pas dit avant comment est-ce que je récupérais la liste de tous les handlers. En fait, j'aime bien, parce que maintenant on peut le faire, vous pouvez utiliser en fait le Dependency Injection Container de Symfony en simplement demandant au container en fait, de mettre des tags sur toutes les classes qui implémentent une certaine interface, qui ici est l'interface command handler. Et derrière, dans la configuration de votre service, vous dites simplement que le service de bus, il veut recevoir tous les machins qui ont été tagués avec le tag que vous avez défini précédemment. Et ça vous permet en fait de ne plus avoir du tout à vous poser aucune question. Vous ajoutez en fait des use cases dans votre système et ça marche. Et c'est quand même l'objectif. À l'utilisation, voilà ce que ça donnerait en fait dans un contrôleur des plus classiques. Vous le demandez en fait en paramètres. Là, vous attendez que le système d'injection de dépendance ait fait son travail. Il vous renvoie le bus et quand vous êtes dans la route, vous allez dans l'action correspondant à la route, vous allez donc pouvoir récupérer en fait depuis la payload, ce qui vous permet de construire l'intention que vous souhaitez propager, et finalement, vous la dispatchez vers le bus. Et donc là, vous avez tout ce que l'on a vu qui va se déclencher, et à la fin, vous récupérez le tout, et vous renvoyez ça au client. Donc encore une fois, ça, ce que en fait, ça permet de voir aussi, c'est que la stickiness à un framework, elle est extrêmement faible. C'est le seul endroit où finalement, en fait, là, je commence à avoir du code qui est spécifique à mon implémentation en termes de briques techniques. Tout le reste, c'est juste des plain PHP objects, et je peux utiliser ça en fait dans n'importe quel contexte. Donc, en gros, si jamais on reprend un peu de hauteur, voilà en fait ce que je viens de montrer. C'est que voilà, vous avez cette commande qui arrive dans un bus, qui passe dans des middleware, qui enfin est dispatchée vers son handler, l'information remonte, et on envoie cette information auprès du client. Il y a autre chose qu'on aime bien faire généralement, en fait, c'est que ce que l'on souhaite aussi valider, c'est que tout ce qui se passe dans un handler fasse partie d'une même unité transactionnelle d'un point de vue logiciel. C'est-à-dire que soit le handler réussit toute l'opération métier en un tout, soit il n'exécute absolument rien. Et encore une fois, en fait, cette architecture à base de middleware, c'est quelque chose qui permet extrêmement facilement en fait, de garantir ça de manière systématique. Voilà par exemple à quoi ça ressemblerait au niveau d'un middleware. Donc en fait, on démarre une transaction à l'aller, on exécute la suite dans un try-catch. Si jamais tout marche, on flush, on commit. Si jamais il y a la moindre exception, on rollback. Voilà. C'est finalement pas si compliqué que ça. Et là, on s'enlève d'énormes épines du pied avec 5 lignes. Tout ça pour arriver aux événements du domaine. Pour l'instant, le problème, c'est qu'on n'a pas fait grand-chose. On s'est contenté de prendre un truc, une intention, exécuter des machins, la persister. Très très souvent, en fait, dans les applications en fait, de ce type-là, on va avoir des besoins d'orchestration. Et pour faire ça, en plus de répondre un simple acknowledgement ou non-acknowledgement en sortie d'un handler, on va rajouter une série d'événements qui décrivent la vérité de ce qui vient de se passer. Et ça, c'est très très important d'avoir aussi cette distinction en tête parce qu'on voit souvent cette erreur de fait, c'est ce mélange des genres entre la commande et l'événement.
La commande, c'est quelque chose qui peut ne pas réussir. C'est une intention qu'on envoie au système et on espère que ça va bien se passer. L'événement, c'est une vérité vraie, ça s'est passé, et donc on va pouvoir prendre des décisions business basées sur cet événement. Autre souci, surtout, ne broadcastez pas ce type d'événement sur un messaging bus global. C'est aussi une connerie qu'on voit très très fréquemment. Et le problème, en fait, c'est que là, vous venez de coupler des détails d'implémentation qui sont extrêmement locaux au niveau du système d'information à tout le reste. Et donc, mécaniquement, quand on a des gens qui commencent à nous dire « oui, on a des problèmes de versionning d'événements, le problème, c'est qu'on ne peut plus vraiment changer la façon dont on exprimait tout ça », c'est parce qu'en fait, il y a ces événements extrêmement locaux qui ont été broadcastés tels quels. Mettez toujours une couche entre les deux pour faire une traduction entre des événements qui seraient locaux et des événements qui seraient globaux. Donc un événement, c'est aussi un DTO dans le namespace domaine. Ces événements donc, vont être retournés par notre handler. Donc, ça, c'est donc avant notre command response, je ne lui mets que l'identifiant. Là, je lui ai rajouté un événement. Pour information, voilà à quoi ressemble la signature du withValue. Comme ça, voilà, vous comprenez après ce qui se passe. C'est simplement que tout ce que j'ajoute vont être mis dans un bag d'événements. Ces événements, il y a un handler associé. Donc, c'est construit exactement de la même manière. Vous avez les collaborateurs qui sont injectés et vous avez l'événement associé qui est décrit dans le listen to, et vous avez la méthode handle qui vous permet d'exécuter en fait ce que vous voulez faire au niveau de l'événement. Donc, petite note, un event handler, il est systématiquement void. C'est vraiment censé représenter un effet de bord, et vous n'êtes pas censé en fait tenir compte de la réponse d'un événement. Ce qui ne veut pas dire par contre que vous devez ne pas tenir compte du succès ou non de l'exécution de ça, mais ça doit être traité en interne de l'event handler et ça ne doit pas venir perturber le fonctionnement du système. Vous n'avez pas envie qu'un système de paiement se vautre parce que votre passerelle de mail est tombée. C'est à peu près l'idée qu'il y a derrière ce type de signature. Ici, vous voyez, ça permet d'envoyer un mail une fois qu'un membre a rejoint le club. Donc c'est typiquement le genre d'endroit où on va mettre tous ces petits effets de bord, c'est-à-dire des choses qui ne font pas partie du cas d'usage nominal, c'est-à-dire que ça ne fait pas partie du métier d'ajouter le membre dans le club. Ce sont des choses qui doivent se déclencher comme réaction à ça, et donc ça permet vraiment de modéliser ce genre de problématique. Si on reprend, en fait, qu'est-ce qui va se passer? La commande, elle rentre, elle est envoyée au handler, le handler va nous retourner notamment un événement qui va être dispatché. Le dispatcher va invoquer l'event handler associé. Et bien sûr, vu que ce sont des événements, on peut avoir plusieurs handlers attachés au même événement. Et donc là, vous pouvez déclencher des réactions en chaîne. Un dispatcher, ça ressemble exactement à ce qu'on avait vu avant pour les commandes. Donc ici, l'idée, c'est encore une fois de prendre ce qui vient d'arriver et de l'envoyer en dispatch via un middleware. Vous voyez que les événements sont aussi envoyés dans un bus, donc ça nous permet aussi sur la partie événementielle de venir empiler des middleware pour venir prendre en compte les allers-retours. Et bien sûr, la différence que l'on va avoir, c'est qu'un handler, vu qu'il peut avoir plusieurs événements, vous avez potentiellement plusieurs dispatchs à déclencher de manière séquentielle. L'event dispatcher, pour sa part, il reçoit les handlers. Ici, encore une fois, vous pouvez utiliser l'injection via Symfony pour récupérer toute cette collection. Généralement, c'est ce que l'on va faire. Donc, on utilise systématiquement les mêmes patterns, on les répète. La seule différence que l'on va avoir, encore une fois, c'est que dans le dispatch, vous avez cette possibilité d'avoir plusieurs handlers associés à un même événement. Ça, c'est, on va dire, très très important de bien l'avoir en tête, puisqu'en fait, c'est ce qui va permettre derrière de fournir ce que l'on appelle des systèmes de projection. La projection, en fait, c'est tenir compte du fait qu'un event handler, quel qu'il soit, peut tout à fait s'autoriser à aller mettre à jour un data store. Donc, en réaction à un événement, on va pouvoir mettre à jour de la donnée. Typiquement, par exemple, si jamais vous avez un programme de referral et que vous avez besoin en fait de checker qui
à amener qui dans votre club de sport de manière récursive, ce n'est pas quelque chose que vous avez envie de faire à la demande. Et le calculer une bonne fois pour toutes lors de l'inscription, c'est parfait, puisque vous ne le faites qu'une seule fois et vous enregistrez les résultats dans une table dédiée. Et en fait, c'est ce que l'on va faire. C'est que donc très souvent, on va avoir des projecteurs qui vont préparer de la donnée et donc préparer d'autres visualisations de cette donnée, et c'est ça qu'on va appeler des projections. Ce qu'il faut par contre bien garder en tête, c'est que la source de vérité, elle reste unique, et elle est portée par le repository qui travaille avec ces espaces de données, et vous ne devez surtout pas par contre partager votre source de vérité entre des projections et les sources qui sont utilisées par le côté commande. Par contre, ça vous permet par exemple de créer des tables de statistiques qui sont anonymisées par défaut. Et donc ça, dans le contexte de la RGPD, c'est quand même très sympa. Vous pouvez tout à fait aussi balancer ça vers d'autres bases de données, y compris une base de données legacy. Et ça vous permet en fait d'avoir un système tout neuf qui est capable d'aller alimenter un système legacy sans que le système legacy ne se rende compte qu'en réalité il n'est plus utilisé. Et vous pouvez tout à fait aussi aller mettre à jour des data stores qui n'ont strictement rien à voir, comme des bases de données géographiques, des bases de données de search, etc. Ici, encore une fois, l'objectif, c'est vraiment de préparer la donnée pour son usage futur. Et donc d'arrêter de faire de la recherche full text dans MySQL, par exemple. Et bien sûr, l'objectif, c'est qu'on peut faire un mix de tout ça. C'est-à-dire que par rapport à une opération, on va pouvoir construire autant de représentations que l'on veut. Et ça nous permet d'arriver au CQRS. Donc là, le R est apparu. Et le R, en fait, il est apparu parce qu'en CQS, comme je l'avais indiqué, le repository était partagé. En CQRS, le repository va partir de son côté. Il va rester pour le côté commande. Et le côté query, il va être un peu en mode free for all. Donc ça veut dire que le repository va ressembler à ça. Donc là, vous voyez, en fait, il n'y a plus aucune méthode de querying spécifique qui est présente. Et si jamais on extrapole légèrement, on peut voir que ça a la forme de l'interface que l'on pourrait avoir pour un tableau associatif. Et c'est vraiment l'idée, en fait. C'est que du côté de la commande, la persistance soit vue comme étant quelque chose d'extrêmement simple, comme si j'étais en train de travailler avec un tableau associatif pour sauvegarder ma donnée. Et voilà, par exemple, ce que ça peut donner. Donc ça, c'est une implémentation avec Doctrine. Rien de très folichon. Simplement, voilà, vous pouvez juste noter que j'ai des mappeurs qui se chargent de complètement détacher l'entité Doctrine de mon entité métier. Ça, généralement, en PHP, on peut faire avec un trait. Ça permet d'accéder à des données privées et donc de faire une hydratation à la main très facilement. Et la seule petite astuce qu'il faut avoir, même si ce sera supprimé dans Doctrine 3, je ne sais pas encore comment il faudra faire, mais c'est d'utiliser l'opérateur merge lors de l'ajout de nouveau en persistance. Et ça permet de venir remettre en manager l'entité dont Doctrine avait complètement perdu la trace, puisqu'on l'avait décroché en fait, de ce que nous avait retourné le unit of work. Et ça aussi, généralement, en fait, ça c'est le même trait, très souvent. Le map from entity et le map from doctrine, en fait, très souvent, c'est le même trait qui est injecté dans les deux classes afin de permettre en fait, cette transformation dans un sens et dans l'autre. En gros, voilà ce que ça va nous donner. C'est que vraiment, on a la query qui va être capable d'aller taper directement dans le data store. Et donc, pour aller taper directement dans le data store, ça veut dire que l'on lui passe une connexion en direct et que dans le corps, on exécute la requête en direct. Il n'y a aucune raison sur le côté query de se prendre la tête, parce qu'on se rend très rapidement compte que même si on utilise un ORM, on finit très souvent par écrire, si on prend Doctrine, du DQL, et non pas d'utiliser les méthodes automagiques de l'ORM quand on est en train d'essayer de faire des requêtes sur des ensembles de données potentiellement complexes. Donc vraiment sur ce côté query, on va s'autoriser cet aspect où finalement on peut aller en direct récupérer tout ça. Et bien sûr, vu qu'on a des représentations potentiellement différentes, la query peut aller récupérer là où elle veut la donner. Et donc, si jamais c'est une query qui fait de la recherche, elle peut aller le rechercher dans le moteur de recherche. Si c'est une query qui a besoin de statistiques, elle peut aller le chercher dans les tables de stats. Si jamais c'est une query qui a besoin de parcourir des graphes, elle peut aller le chercher dans une base de données graphes.
Et en plus, vu que c'est de la lecture, ça scale gratos. Vous prenez les systèmes qui gèrent les queries, vous les alignez, c'est bon. Vous n'avez aucun souci là-dessus. Il me reste même pas 5 minutes. On va très rapidement passer sur l'event sourcing. Donc, jusqu'à présent, tout ce que je vous ai montré, ce n'est pas de l'event sourcing. Et ça, c'est très très important parce qu'il y a beaucoup de gens qui associent CQRS et event sourcing, alors qu'en réalité, l'event sourcing, effectivement, va nécessiter d'avoir une approche CQRS, mais on peut tout à fait faire du CQRS sans event sourcing. En gros, ce que l'on va avoir maintenant, en fait, c'est que c'est nos agrégats qui vont retourner des événements. Ces agrégats, ils vont être capables de s'appliquer ces événements sur eux-mêmes et de retourner cette application plus l'événement. L'event applier, c'est donc en fait un trait aussi pour pouvoir manipuler en fait l'objet au niveau de ces éléments privés, qui va très très simplement être capable de mettre à jour l'état de l'agrégat par rapport à un événement donné. Et donc ça, en fait, ça va nous permettre quelque chose d'assez sympa, c'est que le handler n'a plus besoin de persister explicitement. C'est en fait le système d'event dispatching qui va aller mettre ça au niveau de la DB, et derrière, on va en fait avoir le repository, et là vous voyez même le save, qui va lui se charger dans son coin d'aller récupérer les événements pour un agrégat donné et venir les réappliquer un par un sur l'agrégat avant de le retourner. Et donc, on récupère un agrégat dont l'état est le dernier connu par rapport aux événements qui ont été mis dans le système. Ça nous permet donc d'avoir ce type de handler. Vous voyez, les handlers sont devenus d'une simplicité désarmante. Je récupère un agrégat, je travaille dessus, j'émets les événements que j'ai reçus. Et voilà ce que ça va donner au global. En gros, l'event sourcing, en fait, c'est très basiquement l'idée de prendre les événements comme source de vérité. C'est-à-dire que là où avant, en fait, on sauvegardait un état et on écrasait l'état précédent à chaque mise à jour, ici, en fait, on va venir garder tout ce qui s'est passé dans le système. Et ça, notamment, ça nous permet vraiment de pouvoir créer de nouvelles projections à la demande. C'est-à-dire que quand le business se réveille un matin et vous dit, au fait, sur les 5 dernières années, j'aimerais avoir telle visualisation de données, vous n'avez aucun problème pour lui donner, puisque vous avez gardé l'historique de tout l'événementiel du système. Je vais terminer avec ça. Très très simplement, c'est en fait des styles d'architecture qui permettent en fait de prendre énormément de liberté par rapport à l'outillage technique que l'on utilise. Puisqu'encore une fois, vu qu'on est sur des questions de persistance qui ont été simplifiées au maximum, et notre relation avec les couches de transport sont aussi extrêmement faibles, on a vraiment l'opportunité de venir s'adapter au plus près à ce que le métier a pu demander d'implémenter dans le logiciel. Et moi, je vais m'arrêter là, et je crois qu'il nous reste même 2 minutes pour des questions. En tout cas, merci à vous. Alors effectivement, il reste 1 minute pour une question. Qui sera le regagnant? Bonjour, super conférence, c'était top. Et alors ma question c'est comment est-ce qu'il y a des best practices, au moins une, pour intégrer l'event sourcing à une archi actuelle, un fonctionnement normal Ce qui peut être fait en fait assez basiquement, c'est de détecter des endroits où il y a en fait de l'événementiel métier qui peut être généré. Donc en fait, on va aller regarder l'existant, on va venir se brancher sur des zones où on peut générer de l'événementiel, donc on est sûr qu'on a des sources de vérité sur ce qui s'est passé, et on va en fait utiliser ça pour aller construire en fait notre propre base d'événements, et à partir de cette base-là, on va pouvoir réutiliser toute la mécanique de projection et autres. Donc c'est notamment ce qui est utilisé en fait régulièrement quand on doit reprendre des systèmes legacy. Voilà. On va venir en fait chercher dans le système legacy les endroits où on peut venir se brancher, mettre de l'événementiel pour commencer justement à créer d'autres visualisations de cette donnée, afin souvent de sortir de cette énorme problématique qui est la façon dont les données sont organisées vont très très souvent bloquer complètement la possibilité de faire évoluer le système. Merci. Merci Arnaud.